Bonjour Hicham Mouadadit, merci d'être avec nous dans cette édition matinale de Média TV dont vous commencez à être un habitué. Je rappelle que vous êtes un spécialiste des questions internationales. Avec vous, on va parler de deux choses qui sont plus ou moins liées. D'abord la situation à Gaza, on en parlait dans le journal avec des combattants du Hamas qui sont coincés dans les tunnels et l'armée israélienne qui en fait la chasse. Il y a même eu une polémique il n'y a pas très longtemps sur des citoyens palestiniens lambda qui sont envoyés un petit peu comme des lévriers dans les tunnels pour essayer de débusquer les combattants du Hamas qui s'y trouvent et déjouer les pièges éventuellement s'il y avait des bombes antipersonnelles à l'intérieur de ces tunnels. On va en parler dans un instant et puis avec aussi le cap symbolique, si j'ose dire, des 70 000 morts qui a été franchi à Gaza malgré le cessez-le-feu. On avait dit que la restitution des otages allait calmer la situation, ramener une certaine forme de paix dans le territoire, mais il n'en est rien. Oui, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Et je pense que même, c'est-à-dire dans un contexte de trêve, en fait, la trêve vraiment reste très fragile, comme on l'a constaté tous. Et le cap des 70 000 morts, en fait, c'est un tournant, en fait, tragique et narratif, comme vous venez de le mentionner. Je pense d'abord que ce cap des 70 000 morts crée un choc moral, international, bien évidemment, qui redéfinit, en fait, le cadre du débat politique, même chez les alliés traditionnels d'Israël. Et ensuite, je pense, à mon sens, c'est qu'il met en lumière en fait l'écart croissant entre la reconduite ou la conduite en fait de la guerre et les attentes du droit international humanitaire. Par ailleurs, il faut le penser, ce chiffre en fait renforce les pressions diplomatiques pour passer d'un cessez-le-feu tactique à un cessez-le-feu durable, ce qu'on est en train d'observer en fait sur le terrain. En même temps aussi, il faut ça le mentionner, c'est qu'il alimente en fait une polarisation interne entre Israël, entre ceux qui veulent terminer le travail, mais aussi ceux qui jugent le coup en fait politique tout l'heure. De plus, ces données en fait donnent un avantage narratif au camp palestinien dans la bataille mondiale de l'opinion en fait publique internationale auprès de la communauté internationale. En fait, ce que je peux dire, c'est que elle fragilise en fait la capacité d'Israël à maintenir un consensus occidental inconditionnel et ça ne joue pas vraiment en faveur du gouvernement israélien. Mais ça veut dire que finalement, c'est la politique israélienne qui engendre le sacrifice des Palestiniens. Oui, bien évidemment, et aussi ce lien en fait implicite entre la crise humanitaire et la crise politique en Israël. Aussi, d'un autre côté, le conflit en fait à Gaza et la crise judiciaire de Netanyahou se nourrissent politiquement l'un de l'autre, si j'ose le dire. Et concrètement, plus la situation humanitaire s'aggrave, plus les contestations en fait internes contre la gouvernance de Netanyahou s'intensifient. Et à ce titre, il faut le mentionner, en fait, le Premier ministre utilise le contexte de guerre comme un bouclier politique pour éviter une remise en question personnelle depuis un certain nombre de mois. Et en parallèle, il cherche à se positionner comme le gardien de la sécurité nationale pour justifier sa demande de grâce. Donc, je pense que la guerre devient un outil en fait de légitimation politique face à un procès qui fragilise en fait son autorité. En définitive, on peut le dire, cette superposition des crises crée un risque de confusion entre international et interpersonnel du chef du gouvernement. Alors il y a effectivement ce chiffre symbolique de 70 000 morts, ce cap qui a été franchi dans la bande de Gaza. Et puis, puisque vous évoquez la politique israélienne un peu assez velléitaire, il y a aussi les opérations qui sont actuellement menées en Cisjordanie. Et même si les États-Unis ont déclaré il n'y a pas très longtemps qu'ils ne permettraient pas une annexion de la Cisjordanie, ça y ressemble quand même, ce que est en train de faire Israël. Ben oui, en fait, ce qui est en train de se passer, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle c'est des tactiques stratégiques de la part du gouvernement israélien afin d'affaiblir en fait l'intérieur ou la liaison entre les deux bouts en fait de la Palestine afin qu'il puisse vraiment s'imposer et imposer aussi ce qu'on appelle sa stratégie de feuille de route sur le terrain. Et je pense que jusqu'à présent, le gouvernement d'Israël essaie d'affaiblir non seulement en fait ce qui se passe sur la bande de Gaza, mais aussi sur en fait l'autre côté en fait de la Palestine. Et je pense que tout cela, c'est dans une seule stratégie, c'est vraiment d'affaiblir la situation sur le terrain, mais aussi de encore plus imposer la feuille de route israélienne et pour qu'il puisse atteindre ses objectifs. Oui. Est-ce que
d'après ce qu'on voit et d'après ce que vous, en tant qu'observateur, vous constatez, il y a une certaine forme d'impunité qui plane en Israël vis-à-vis des pays voisins, la Palestine bien sûr, mais pas seulement. Il y a aussi le Liban, il y a eu la Syrie il n'y a pas longtemps, il y a eu le Qatar aussi il n'y a pas longtemps, même s'il y a eu des condamnations internationales. Est-ce qu'il y a ce sentiment d'impunité qui plane dans le cabinet du Premier ministre israélien? Ben, je pense qu'il faut le voir aussi du côté en fait des répercussions régionales et internationales. Et dans l'environnement en fait régional, même ce cap, si on peut revenir vraiment au cap des 70 000 morts, renforce en fait la critique d'un usage disproportionné de la force. Je pense pour les États arabes, la situation confronte en fait l'idée d'un échec structurel des approches sécuritaires israéliennes. Et de son côté aussi, il ne faut pas l'oublier, on l'oublie souvent, c'est l'ONU se voit contrainte en fait de rehausser son discours, comme l'a montré Guterres. Et par extension, les pays européens aussi devront clarifier en fait leur position, notamment à l'approche de leurs élections. Et dès lors, la pression en fait d'opinion pourrait pousser certains États à revoir leur coopération militaire et aussi même en fait leurs relations bilatérales, même ceux qui les ont naturalisées avec Israël. Et enfin, je peux dire que la crise en fait de leadership en Israël réduit sa capacité à influencer son environnement stratégique, que ce soit au niveau de la région du Proche-Orient, mais aussi au-delà vraiment de cette région et de ses relations, que ce soit avec l'Occident en Europe ou bien même avec les États-Unis d'Amérique et le reste des pays en fait occidentaux. À propos du Liban, le pape Léon XIV est actuellement aux visites au Liban. Il est arrivé hier soir. Sa visite va durer 4 jours. Est-ce qu'on peut considérer qu'il va quelque part, c'est une aberration de langage, mais quelque part servir de bouclier moral, bouclier religieux, et que Israël va s'abstenir de bombarder Beyrouth? Ben, je pense comme il a déjà évoqué en fait dans ses interventions depuis son arrivée au Liban, il a déjà évoqué, a fait référence ou deux à cet impératif en fait de respecter l'établissement des deux États, l'un à côté de l'autre, palestinien et israélien, mais aussi il a invité en fait les deux parties à s'asseoir, à se comprendre et aussi il a sollicité en fait la communauté internationale de mettre pression sur les deux côtés pour qu'ils puissent vraiment trouver une feuille de route concrète afin de mettre fin à cette escalade entre les deux parties. Je pense qu'il a un très grand rôle à jouer et aussi d'imposer en fait son poids spirituel, mais aussi son rôle symbolique au sein, que ce soit de l'Occident, mais au sein de sa communauté religieuse et aussi avec tout le respect qu'il a auprès d'un certain nombre de communautés juives en Israël. Ouais. Revenons, si vous le voulez bien, à la bande de Gaza, avec, donc on l'avait dit, on l'a dit, on le répète, le cap symbolique des 70 000 morts qui a été franchi dans l'action de l'armée israélienne menée dans la bande de Gaza. Mais il n'y a pas que ça aussi qui a causé la mort des Palestiniens, il y a aussi la faim, puisque Israël a utilisé l'arme, si j'ose dire, de la faim pour, comment dire, pour éliminer un certain nombre de Palestiniens. C'est toujours le cas aujourd'hui avec l'aide humanitaire qui continue à entrer au compte-gouttes? Oui, eh ben, je pense aussi que c'est une stratégie en fait que le gouvernement israélien essaie d'utiliser pour qu'il puisse vraiment mettre de la pression sur les habitants de Gaza, mais aussi sur leurs leaders en fait, afin qu'ils puissent vraiment accepter les orientations stratégiques, mais aussi les objectifs et d'orienter en fait cette trêve vers les acquis ou vers en fait les points sensibles en fait que l'armée israélienne, mais aussi que le gouvernement en fait israélien veut vraiment voir sur le terrain. Et je pense que ce levier en fait humanitaire aussi c'est un outil en fait stratégique que le gouvernement ne cesse pas en fait d'utiliser afin qu'il puisse vraiment gagner des points, mais aussi en fait l'utiliser comme un moyen de pression directe et indirecte, que ce soit en fait à travers la population pour qu'ils puissent mettre leur pression sur les leaders à Gaza, mais aussi à travers vraiment directement ceux qui sont responsables de cette population pour qu'ils puissent vraiment être fragilisés, mais aussi répondre ou s'asseoir sur table afin qu'ils puissent négocier avec les Israéliens sur l'orientation que eux ils veulent avoir sur le terrain. Oui. Alors, l'aide humanitaire qui est entravée, les frappes israéliennes qui continuent, même si c'est en moindre intensité, mais il y en a quasiment tous les jours, il y a des morts du côté palestinien. Est-ce qu'on peut dire de manière claire, précise, que la trêve qui a été signée entre le Hamas et l'État israélien n'est pas respectée? Le plan de Trump, la phase 1 du plan de Trump, n'est pas respectée.
Je pense qu'il est respecté jusqu'à certains points, mais qu'il est fragilisé au moins à ce jour-là, en fait. Parce que si jamais la trêve n'a pas été respectée jusqu'à certains niveaux, en fait, les Américains allaient intervenir parce que quand même, il a été signé sous l'égide, en fait, de Trump en personne. Il ne faut pas l'oublier, le rôle Trump était vraiment très important ici pour qu'il puisse vraiment ramener un minimum de trêve afin que vraiment les échanges, que ce soit au niveau des prisonniers, mais aussi au niveau des cadavres, ont été faite sous la pression américaine. Mais je pense que la trêve est fragile et que ça risque d'escalader et c'est ce que la communauté internationale doit surveiller de près et surtout les Américains pour qu'ils puissent vraiment ne pas laisser la situation s'aggraver encore davantage dans cette partie du globe. Hicham Mu'tadid, regardons, si vous voulez bien maintenant, la politique intérieure israélienne, avec Benjamin Netanyahou qui a demandé une grâce présidentielle. Il est poursuivi pour corruption. Son procès dure déjà depuis 6 ans. Ça fait 10 ans qu'il est sous les poursuites. Ça fait 6 ans qu'il est en procès. Et il affirme que cela entrave son action à la tête de l'État. Il y a un sondage qui a été publié, pas plus tard que ce matin, sur ce que pense la population israélienne de cette demande de grâce présidentielle. Et c'est vraiment très partagé, puisque 50% sont favorables et 50% y sont opposés. Qu'est-ce qu'on peut en dire en tant qu'observateur ? Je pense d'abord que la demande de grâce n'est pas seulement juridique, c'est une stratégie de survie pour rester en poste malgré des affaires lourdes. Et dans la pratique, Netanyahou cherche à transformer en fait un dossier personnel en enjeu d'unité nationale. Et d'ailleurs, il utilise en fait l'argument de la réconciliation pour présenter sa grâce comme une nécessité, pas comme un privilège. Et en outre, je pense qu'il tente en fait d'imposer l'idée que poursuivre son procès fragiliser Israël dans un moment critique. À cela s'ajoute une grâce ouvrirait en fait un précédent institutionnel très contesté, surtout sans aveu de faute. Et je pense aussi, là, il faut vraiment le mentionner, comme vous l'avez mentionné d'ailleurs, il y a des fractures en fait israéliennes, c'est-à-dire un pays profondément divisé. Je pense sur le plan interne, la demande de grâce révèle une fracture entre État de droit et logique d'exception. Et en effet, deux visions opposées de la démocratie israélienne s'affrontent en ce moment même que le Premier ministre en fait israélien présente en fait sa grâce au président d'Israël. Et du surcroît, je pense que les tensions en fait politiques se superposent à un sentiment national d'épuisement après près de 2 ans de guerre. Et par ailleurs, l'opposition voit dans cette demande une tentative d'échapper à la justice plutôt qu'un acte d'apaisement. C'est ce qu'on a en fait observé à travers en fait les interventions ou la déclaration en fait du chef de l'opposition. Et à tout cela s'ajoute que les manifestants montrent qu'une partie de la société en fait refuse en fait de normaliser la corruption. Donc je peux dire en fait à mon sens que la guerre ne suffit plus à masquer les clivages profonds autour de la gouvernance et c'est ce que en fait cette action de demande de grâce a démontré au moins sur la scène politique intérieure d'Israël. Vous l'avez souligné dans sa lettre de demande de grâce, Benjamin Netanyahou ne reconnaît pas sa culpabilité, alors que ce sont des conditions. C'est une condition habituelle pour demander une grâce présidentielle. Il rappelle qu'il est soutenu dans sa demande par le président des États-Unis, Donald Trump. Le président Herzog, de son côté, affirme qu'il va examiner la demande avec sérieux et responsabilité. Est-ce que c'est une manière de botter en touche pour l'instant, pour regarder et observer ce qui se passe dans la vie politique israélienne avant de trancher d'un côté ou de l'autre ? Je pense que le président israélien se trouve dans une situation en fait très difficile entre la pression américaine vraiment directement de la part du président Trump, mais aussi celle de la pression d'une partie de la population israélienne. Sur le plan institutionnel, je pense que le président israélien doit arbitrer en fait entre le respect du cadre constitutionnel et la pression publique en fait. Mais en outre, accorder une grâce sans condamnation créera un précédent juridique, comme vous venez de le mentionner, extrêmement sensible. Et à l'inverse, un refus risquerait en fait d'intensifier en fait les divisions internes et d'affaiblir en fait le gouvernement en pleine guerre. C'est pourquoi sa décision aura un impact en fait direct sur la crise du système judiciaire israélien.
Ça fait déjà de nombreuses années que Benjamin Netanyahou est au pouvoir. Je crois qu'il n'y a jamais eu un Premier ministre israélien qui a duré aussi longtemps. Et l'opposition commence à dire, mais est-ce qu'il n'est pas temps de passer la main, de changer, de refonder un petit peu la politique israélienne, ou en tout cas le paysage politique israélien, qui est très clivé, hein, avec l'extrême droite très présente, grâce notamment à Benjamin Netanyahou. Oui, ben, je pense en fait qu'il y a quand même une certaine dualité politique sur la scène interne d'Israël, et c'est ce que en fait le Premier ministre en fait essaye de gérer d'une manière très délicate au sein de sa politique interne. Et je pense que à terme, la demande en fait de grâce pourrait ouvrir la voie à un scénario de négociation d'un plea deal en fait qu'on appelle en anglais. Et dans ce cas, cela créerait en fait une transition politique bien plus rapide que prévu possiblement avant 2026. Et en conséquence, en fait, la droite israélienne pourrait entrer dans une phase de fragmentation. Face à cela, l'opposition cherchera à transformer en fait la crise judiciaire en argument électoral majeur, comme vous venez de le mentionner. Je pense en fait que les alliés de Netanyahou devront choisir entre loyauté et survie politique dans ce cas. Oui. Est-ce que la population israélienne soutient toujours autant Benjamin Netanyahou dans ses velléités guerrières anti-palestiniennes, la guerre menée à Gaza notamment? On a vu pendant la guerre, quand elle était au plus dur, pas mal de manifestations de population israélienne contre justement le fait de continuer cette guerre. Ben, je pense que jusqu'à présent, en fait, la population est divisée, en fait. Ceux qui sont avec l'opposition et ceux qui appuient encore. Il y a une partie qui appuie, en fait, le gouvernement, en fait, ou le cabinet, en quelque sorte. Mais son cercle, en fait, s'affaiblit et se fragilise, et il essaie de gagner du terrain et avoir de l'appui de l'international. C'est pour ça qu'il est parti chercher, en fait, l'appui de la communauté internationale, et encore plus, et directement celle du président Trump. Et je pense que jusqu'à présent, il essaie de gérer pour qu'il puisse sauver, en fait, son héritage et son capital politique, afin qu'il puisse au moins le sécuriser jusqu'aux élections de 2026. Est-ce que, selon vous, on est entré en Israël dans une période d'incertitude ? Ben, on peut parler d'incertitude politique, bien évidemment, mais surtout d'une certaine fragilité institutionnelle et structurelle de la vie politique israélienne. Et c'est ça qui fait peur, en fait, surtout l'opposition. Et je pense que pour le moment, la rue, en fait, ou les clans politiques, ce qu'ils veulent, c'est des résultats concrets vraiment très très concrètes sur le terrain pour qu'ils puissent vraiment soutenir ou non le gouvernement. Mais je pense qu'il y a une certaine fragilité actuellement, en fait, dans la scène politique israélienne. Est-ce que le délai que prendra le président Herzog pour répondre à la demande de grâce de Benjamin Netanyahou sera aussi un indicateur de la volonté de tourner une page, ou alors de poursuivre, donc d'être dans la continuité ? Ben oui, c'est un indicateur en fait politique très important à surveiller aussi, et c'est ce que en fait la communauté internationale, notamment européenne, va essayer vraiment de suivre de près pour qu'ils puissent comprendre un peu jusqu'à quel point il a en fait cette flexibilité de gérer la pression américaine, mais aussi les tensions internes en Israël. Et je pense que c'est un indicateur très important pour faire une lecture très approfondie en fait sur ce qui va venir ou sur ce qui va se passer dans la scène israélienne, notamment dans la gestion en fait de cette crise entre les Israéliens et les Palestiniens. Merci beaucoup, Hicham Moatadid, d'avoir été en direct avec nous dans cette édition matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions internationales. Merci encore. Vous étiez en direct de Vancouver, d'ailleurs. Merci encore et excellente journée à vous.